Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de votre édition, ce soir, comment réduire davantage nos déchets pour offrir au centre d'enfouissement technique de Paihoro une plus grande durée de vie? Le syndicat Fenoama propose les bacs marrons. Absence de données chiffrées, mutisme des représentants Tavini. L'ambiance était visiblement tendue ce matin lors de la commission des finances à l'Assemblée. Pour l'opposition, le gouvernement navigue à vue. C'est l'un des sujets que nous aborderons avec notre invité, le sénateur Teva Rohfritsch, membre du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Coup de projecteur ce soir sur le centre Papanui à Papeete. Depuis 15 ans, l'établissement accueille des adolescents et adultes atteints de troubles cognitifs ou porteurs de trisomie 21. Enfin, des ruches sentinelles pour repérer les parasites comme le varroa. Cet acarien peut décimer des colonies entières. Les protecteurs des abeilles veulent éviter le pire. Avant 2011, nous produisions 80 000 tonnes de déchets enfouis au CET de Paihoro. Après 2011, nous sommes passés à 50 000 tonnes par an, et ce grâce au tri bac vert, bac gris. Pour allonger la durée de vie du CET, estimée aujourd'hui à 10 ans, le syndicat Fenoama propose la mise en place d'un bac marron. Nous pourrions y déposer nos déchets alimentaires pour obtenir du compost. Kaline Yenard et Heidi Enko. Parmi cette montagne d'immondices se cachent des trésors à valoriser. Vous avez bien entendu, 45% des déchets du bac gris sont des matières compostables. Il y a des papiers, des cartons qu'il ne faudra plus mettre dans le bac vert mais dans le bac marron pour ces gens-là. Mais il y a aussi tous les restes de repas, de préparation de repas et des produits que nous jetons, dits déchets biodéchets, déchets organiques qu'on n'a pas consommés ou qui sont périmés, etc. Ça pourra aller dans le bac marron avec aussi les petits déchets verts de la cour. À terme, ces déchets deviendraient du compost destiné à l'horticulture ou l'agriculture en fonction de sa qualité. Le bac marron sera testé dans 2 communes à partir de l'année prochaine pour une durée de 18 mois. Pour les foyers concernés, ça sera peut-être entre 100 et 200, voire 300 uniquement foyers concernés. Ces gens-là seront bien sûr avertis. Effectivement, dans ce cas de figure, les gens n'auraient plus de bac vert. Ils auraient un bac marron collecté 2 fois par semaine et un bac gris collecté le mercredi désormais. Et ils auraient la possibilité de déposer les bouteilles en plastique et les métaux, conserves, canettes, à côté des bornes à verre qui seraient pas loin de leur quartier concerné. Objectif du bac marron, réduire la production de déchets pour allonger la durée de vie du CET qui peut encore tenir une dizaine d'années. Mais le syndicat Fenoama se penche déjà sur le plan B, le site de Nive-et de plusieurs dizaines d'hectares sur la côte Est et qui pourrait accueillir un complexe de déchets. Un complexe, ce n'est pas uniquement un CET, c'est si un jour on a envie de développer l'incinération, la valorisation énergétique, ça serait très certainement sur ce site-là, ou d'autres projets comme le démantèlement de ferraille, ou de la méthanisation à partir de lisiers agricoles ou autres, ou même des compostages de déchets verts, des choses comme ça. C'est sur Nive que cela se déroulerait. Au CET de Paihoro, 5 des 10 casiers destinés à enfouir nos déchets ménagers sont pleins. Le casier actuel peut encore être exploité 2 à 3 ans avant de devoir en aménager un nouveau. Le trafic de stupéfiants, les cyberattaques, mais aussi la délinquance routière, le dispositif PlaceNet continue en vue des Jeux Olympiques. Des moyens inédits de la gendarmerie ont été déployés ces derniers jours. Sur la route, plus de 1000 personnes ont été contrôlées, 200 ont été dépistées et 20 se trouvaient être positives aux stupéfiants, soit un taux de 10% sur les personnes testées. Les autorités insistent, ce type d'opération sera renouvelé d'ici les JO et encore après. Écoutez le colonel Demaison, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française. L'approche qui a été la nôtre au cours de la semaine est une approche globale qui visait à la fois à frapper l'offre et la demande, détruire des plantations de cannabis, fermer des points de deal. 6 points de deal ont été fermés au cours de cette opération. Fermer des sites internet, 4 sites internet. Ce sont autant d'occasions, autant d'opportunités d'échange de stupéfiants qui ont été frappés. Et c'était vraiment la logique qui a été la nôtre, avec des moyens importants engagés, ça a été dit, que ce soit les équipes cynophiles de la gendarmerie, des moyens d'enquête lourds de la section de recherche, de l'antenne au FAST, du GIR également, et puis des moyens de
de sécurité publique pour procéder à plus de 40 opérations de contrôle de point de deal, pour procéder à une cinquantaine d'opérations de destruction de plantations de cannabis. Au total, sur cette opération, ce sont également 1000 personnes qui ont été contrôlées dans le cadre des opérations de contrôle de flux routiers, dont 220 soumis à des dépistages de produits stupéfiants pour 21 dépistages positifs. Voilà, interview signée Jacques Damour. Et demain, l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz sera justement le colonel de Maison, à retrouver un peu après 7h sur Polynésie, la première radio. C'est quasiment un copier-coller qui a été présenté ce matin en commission des finances à l'Assemblée. La loi fiscale annulée par le Conseil d'État n'a quasiment pas été modifiée. À l'issue de la commission, les membres de l'opposition étaient très remontés face à l'absence de réponse, voire au mutisme des représentants de la majorité. Aucun chiffre concret n'a été avancé, presque un non-événement pour Anthony Géros qui attend la vraie réforme fiscale annoncée pendant la campagne. Nicolas Suire et Mirko Van Foo. 3 heures de commission, dont la moitié du temps à parler de la même loi fiscale qui vient d'être rejetée sur la forme par le Conseil d'État. 1h30 donc, pendant laquelle les 25 articles de loi ont été abordés sans que des réponses satisfaisantes n'aient été apportées aux questions posées par l'opposition. À toutes les questions, toutes les demandes d'informations sur les dispositions à mettre en place suite à cette annulation, le ministre a été muet, pour être poli, donc n'a apporté aucune réponse. J'ai l'impression qu'il n'a vu complètement à vue. Le problème, c'est qu'à cause des taxes indûment perçues, le budget de la Polynésie est insincère. Il manquerait 1,7 milliard de francs pacifiques, puisqu'il faudrait les rembourser pour atteindre l'équilibre. La loi fiscale doit être votée au plus vite, mais aucune date n'est fixée pour le moment. De plus, une telle loi doit être suivie d'un collectif budgétaire. Là encore, rien n'est prévu. On a réclamé ce collectif. Apparemment, ils ne sont pas du tout prêts. Alors, ils nous demandent du temps. Donc, on leur a juste rappelé que ce texte, qui est exactement le même, alors à quelques petits changements près que celui qui avait été présenté au 21 novembre, ils avaient eu le temps, finalement, de se pencher dessus. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous donner de chiffres, ils ne peuvent pas réagir? En tout cas, tous sont d'accord pour dire que la vraie réforme, celle qui est attendue depuis l'année dernière, est celle qui doit combattre la cherté de la vie et réformer la protection sociale généralisée. Même la majorité l'attend avec impatience. Le ministre nous a dit en son temps qu'il allait organiser une journée de perspective économique pour regrouper à nouveau une deuxième fois, donc c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines de cela, l'ensemble des acteurs économiques pour repenser avec eux la vraie réforme fiscale qu'on attend, nous, depuis 2023. Certains membres de l'opposition ont d'ores et déjà déclaré qu'ils voteront contre cette loi lorsqu'elle sera présentée à l'Assemblée. Cette dernière pourrait être attaquée sur le fond, ce qui retarderait plus encore le remboursement des taxes indûment perçues. Bonsoir Thévaro Fritsch, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur au sein du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Votre analyse tout d'abord sur l'annulation de cette loi fiscale par le Conseil d'État. On vient d'entendre l'opposition particulièrement remontée. Pour Nui Hauloré, la majorité navigue à vue. Pour Tepu Araur Iteritei, le ministre de l'économie est dénigrant et les représentants Tavini mutiques. Drôle d'ambiance tout de même ce matin. Mais c'est affligeant. Merci de m'avoir invité ce soir. Je suis pour ma part très inquiet pour notre Fénois. La bonhomie du président au début a séduit un peu tout le monde. D'ailleurs, où est-il aujourd'hui? On a vu une vidéo où il s'inquiète à peine de ce qui se passe dans son pays, dans notre pays. Il est chargé quand même de diriger ce pays. Le ministre ne donne pas de chiffres. Enfin, on nage dans un flou total. Ce qui a été dit dans votre reportage est vrai. Non seulement la loi donc, a été annulée, donc il va falloir rembourser quand même à la fin du mois de mars 3 mois de recettes fiscales indûment perçues pour ce qui a été impacté par cette loi fiscale. Ça veut donc dire qu'une fois qu'on aura remboursé, on aura un trou de 3 mois dans le budget du pays. Donc évidemment, il est insincère et ça veut dire qu'il va falloir rechercher un effort supplémentaire de 3 mois fiscaux. Donc taxer davantage les Polynésiens au travers de nouvelles lois fiscales ou d'un collectif budgétaire puisqu'ils ont renouvelé la même loi alors qu'il y a un trou aujourd'hui béant. Donc on a l'impression qu'il y a une petite chansonnette qui se joue encore à l'Assemblée au sein d'une majorité qui n'a toujours pas trouvé ses marques. Ça va faire presque 1 an qu'il dirige le pays. J'avais pour ma part dit qu'il faut attendre ce premier budget pour voir ce que ça va donner, mais c'est affligeant, c'est inquiétant. Et on voit aujourd'hui la recrudescence du Pakalolo, on voit que des touristes se font rosser dans la rue à propriété, mais ça n'inquiète personne. Je n'ai entendu personne d'ailleurs du gouvernement s'insurger contre ce qui s'est passé.
Et cette petite chansonnette continue, tout est cool, ça va, tout va bien, et on est à Singapour. Je suis très inquiet. Anthony Géros semble minimiser la situation, alors que l'avocat du pays parle d'1,7 milliard de manque à gagner. Lui parle de 400 millions, une goutte d'eau dans le budget selon lui. Donc au final, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter. D'abord, j'aimerais bien que le ministre des Finances, dont c'est la mission, pas le président de l'Assemblée, mais le ministre des Finances, confirme ce montant. Si l'avocat du pays a annoncé 1,7 milliard, pourquoi mentirait-il ? Et combien même ce serait 400 millions, encore une fois, ça veut dire qu'il faudrait doubler. On parlerait donc de 800 millions, 400 à rembourser et 400 nouveaux à trouver. Mais si on est sur 1,7 milliard, on parle donc de 3 milliards 400 millions à trouver. C'est énorme. Et le fait même que nous n'ayons aucun chiffre confirmé à l'issue d'une commission des finances, c'est scandaleux. Jamais on ne nous aurait accepté ça de notre temps. Je trouve que notre Polynésie doit, à mon avis, se réveiller et s'insurger parce que c'est bien le Taoui, c'est bien cette alternance. Mais c'est sérieux de diriger notre pays. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout est minimisé. C'est pas grave, c'est parce qu'ils commencent, il faut leur laisser le temps. Les Polynésiens ont toujours la vie chère à faire face. On a toujours ce problème d'emploi pour nos jeunes. On a le pakalolo et la montée de la délinquance. Mais ça n'inquiète pas notre majorité. J'en appelle vraiment à la responsabilité de nos élus à l'Assemblée. Anthony Géros lui-même attend la grande réforme de la sécurité sociale et la baisse de la cherté de la vie. Vous le rejoignez là-dessus ? On va toujours attendre le bateau suivant. Enfin, je veux dire, ils ont été élus depuis 1 an. Il avait d'ailleurs dit à un moment, si ça ne vient pas du gouvernement, nous ferons nous-mêmes la réforme. Je lui ai dit, chiche, faites-le. Il en est de la responsabilité du Tavini Atira aujourd'hui, que je respecte. Je ne suis pas d'accord avec leur projet d'indépendance. Mais enfin, au-delà de l'indépendance, il faut diriger notre pays. Il faut gérer ce pays. Où sont les projets qui ont été promis pendant la campagne électorale ? L'annulation de la loi a été obtenue grâce au rassemblement de l'opposition. Ahereia Potinitia et le Tapura ont fait bloc. Est-ce que cela vous renforce dans l'idée d'une plateforme autonomiste que vous envisagiez il y a encore quelques semaines ? Bien entendu, il faut qu'on continue de se rassembler. Malheureusement, je suis attristé encore une fois par l'incapacité patente de nos gouvernants aujourd'hui à faire face aux responsabilités qu'ils ont souhaitées. Si le Conseil d'État a annulé cette loi, c'est parce que la majorité ne respecte pas elle-même le règlement intérieur de l'Assemblée qu'elle a voté du fait de sa majorité. C'est ça l'indépendance. Ça veut dire qu'il n'y a plus de règles. Ça veut dire qu'on ne respecte pas ses propres règles. Ça fait peur. Donc oui, il faut continuer de nous rassembler, bien effectivement. Mais aujourd'hui, pendant 4 ans, le Tavini Huiratira dirige notre pays. Les maires redoutent les conséquences sur le fonds intercommunal de péréquation. Le ministre de l'économie a annoncé une baisse du FIP si la loi venait à être annulée. Ils ont raison de s'inquiéter. Absolument. Parce que comme je vous le disais, non seulement il faudra intégrer la baisse des 3 mois, mais doubler ce montant puisqu'il faudra la compenser. Alors, il y a 2 manières de le faire, ou d'augmenter les taxes, et donc de taxer davantage une population qui n'en peut plus de la cherté de la vie, ou alors réduire les dépenses. Et vous savez que le FIP est assis sur les dépenses réelles perçues par la Polynésie française. Ça veut dire que s'il y a moins de dépenses, il y aura moins de FIP. C'est mathématique et c'est mécanique. Donc les maires ont raison de s'inquiéter. Il y a un effet de décalage de 2 ans par contre, mais ça veut dire que le trou, il est déjà en train d'être creusé. Un mot pour terminer sur la délégation sénatoriale qui doit arriver bientôt pour parler réforme institutionnelle, à l'image de la délégation parlementaire qui vient de quitter Tahiti. Vous vouliez, vous, une reconnaissance de l'identité polynésienne. Vous aimeriez obtenir, comme le Tavini, une citoyenneté maori? Alors, ça sera l'occasion de parler de tout ça avec cette délégation. Je suis ravi que le président Buffet, le président de la commission des lois, se déplace lui-même avec des représentants de l'ensemble des partis présents au Sénat. Avec l'Ana Tetuanui, nous allons les accompagner partout en Polynésie parce qu'ils vont aller jusqu'aux Marquises, à Mopiti, et nous serons avec eux. C'est un moment important, je crois, pour exprimer nos attentes. Et je crois qu'il est important que la Constitution, puisqu'on parle d'une évolution de la Constitution, puisse davantage reconnaître, effectivement, ce peuple polynésien qui, pour ma part, doit rester indéfectiblement lié à la République française. Il y a eu des difficultés dans l'histoire, ça ne veut pas dire qu'on doit les ignorer, mais par contre, c'est avec la République française que nous pourrons continuer d'avancer. D'ailleurs, sur vos antennes hier soir, Tematei Legaï disait que finalement, lorsqu'il compare avec les autres outre-mer, je parle de la délégation de l'Assemblée nationale, ils ont trouvé que ce pays a été bien géré et que l'autonomie est un beau statut. Oui, continuons de l'utiliser, continuons de développer notre économie, de développer notre autonomie économique, plutôt d'aller scander des discours sur l'indépendance qui seront synonymes de misère pour nos populations. Et lorsqu'on voit qu'on dit qu'on va atteindre 600 000 touristes, que c'est le moteur de notre économie, et c'est ce qui sauve en ce moment notre économie, et qu'on vient rosser
2 touristes australiens dans les rues de Papeete sans que le gouvernement ne s'indigne ou ne monte des opérations particulièrement fortes de communication pour éviter que ça ne se reproduise. Je pense qu'on est là dans un déni total et qu'il est important que nous puissions réagir. En tout cas, les Polynésiens peuvent compter sur moi pour continuer de me battre pour notre Fénois. Merci beaucoup, Teva Rohfritsch, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Et bonne semaine de Pâques à tout le monde. C'est une petite action solidaire renouvelée chaque année à l'issue de notre course de pirogue. Notre marathon a été organisé, souvenez-vous, le samedi 16 mars. Cette fois, l'association Polynésie la Première a remis un chèque de 50 000 francs à l'association Papa Nui de Papeete. Depuis 2009, ce centre accueille une trentaine de jeunes et adultes porteurs de trisomie 21 ou atteints de troubles cognitifs. Objectif, les accompagner sur la voie de l'autonomie. À côté de la randonnée, de la cuisine ou du sport, ils ont la possibilité de participer au potager du centre. On voit cela avec Charlotte Mestre et Jacques Damour. Aujourd'hui, dans le potager du centre Papa Nui, c'est paillage de butte. Objectif, réduire la température au sol et empêcher les mauvaises herbes de pousser. Un des nombreux aspects de la permaculture que les jeunes du centre apprennent à maîtriser. On commence par les routines, ensuite en deuxième temps on attaque par des chantiers. Ça se peut, c'est du repiquage, des semis, de la plantation en plein sol. Ça leur permet aussi de valoriser sur ce qu'ils font et leur capacité à faire des choses. Autant de missions que Kahili a pu expliquer à sa maîtresse de stage. Celle qui l'accueille tous les jeudis en entreprise a tenu à venir découvrir ses talents de maraîchère. En tant que maître de stage, ça me paraît logique de connaître également sa vie et de voir comment elle s'en sort tous les jours. C'est le soleil de notre entreprise et elle essaye d'apporter sa pierre tout en faisant les mêmes choses que nous. Elle travaille bien, Kahili. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces activités-là? Top. C'est top. C'est top. L'autonomisation et l'inclusion dans le monde dit ordinaire, ce sont justement des objectifs du centre Papa Nui via ses activités. Ici, par exemple, au-delà de l'intérêt thérapeutique, le travail dans le potager permet d'acquérir des compétences. Il y a un jeune qui actuellement qui travaille dans une pépinière à Titioro, donc lui qui est un travailleur ici dans le potager du centre Papa Nui et qui a évolué dans son projet personnalisé et qui maintenant travaille à l'extérieur. La production du potager est vendue par les jeunes tous les mercredis et vendredis matins au centre et 2 fois par an à la CPS. L'occasion d'acquérir de nouvelles compétences mais surtout d'aller à la rencontre des autres. À Mahina, le lycée professionnel fête ses 30 ans d'existence. L'établissement n'avait célébré ni ses 10 ans ni ses 20 ans. C'était donc important pour le personnel de marquer cet anniversaire. Les activités proposées étaient nombreuses et originales. Un concours de décoration de planches de surf était notamment au programme en référence au thème choisi. Écoutez les explications de cet enseignant au micro de Patrick Tinsing. Cette année, le thème de la journée polynésienne a été tout trouvé. C'était Horwe. Par rapport aux Jeux Olympiques. Et donc il y a de nombreuses activités. On est plus de 130 intervenants ici à Mahina pour les 650 élèves du lycée. Donc on a des intervenants qui sur le massage, bien sûr, massage traditionnel. On a donc tout ce qui est pétanque, tout ce qui est lutte tahitienne. On a aussi du tressage de lei, de niho. On a des fabrications de lampes de chevet locales. On a aussi des artisans, beaucoup d'artisans de Mahina qu'on remercie. En sport, les Marquisiens se préparent pour les Polynesian Battle Games. Tamatoa, Frank et Honoari sont 3 athlètes de Wapo. Ils s'entraînent depuis plusieurs mois pour la 3e édition de cette compétition de CrossFit, prévue ce week-end au parc Vairei. Près de 300 athlètes sont attendus. Pour leur 2e participation, ils sont plus que motivés. Écoutez l'un d'entre eux au micro de Lionel Teha Moana. C'est la 3e édition cette année et il y a 283 athlètes si je ne me trompe pas. Cette année, on part à 3 contre 2 l'année dernière. Alors, je pars avec mon binôme Franck en team intermédiaire et Hono part en individuel en débutant. Et là, ça fait un peu plus d'1 an déjà, depuis la fin de la dernière édition. On commence à se préparer un peu doucement, travailler un petit peu les points faibles. Il y a tellement de choses à préparer. Il y a le cardio, il y a l'haltéro, la force, la gym, le cardio. C'est pas évident quand on travaille aussi à côté, mais bon.
Protéger nos abeilles contre les maladies, c'est l'objectif du groupement de défense sanitaire de Polynésie qui compte une 60aine d'apiculteurs parmi ses adhérents. Pour l'instant, notre territoire est relativement préservé des parasites. En collaboration avec la direction de la biosécurité, le GDS veut mettre en place un système de ruches sentinelles pour détecter le varroa, l'un des plus grands fléaux des apiculteurs. Mélodie Uhilamo-Afassioné et Patrick Sinsing. Toutes les 2 semaines, Olivier Hainaut, vétérinaire spécialisé en santé de l'abeille, vient pour la visite médicale de ces ruches sur Punaouia. On a du couvain qui est sain. On voit là, il y a des jeunes abeilles. Il n'y a pas de couvain anormal, il n'y a pas de cellule anormale. Tout est bien, quoi. Pour compléter le diagnostic, la méthode du sucre glace pour détecter la présence de varroa, un redoutable acarien de 2 à 3 mm qui parasite les larves et les abeilles adultes. On secoue donc les abeilles dans du sucre pour les séparer des acariens s'il y en a. Il n'y a pas le parasite. On peut dire que sur Ruche-là, il y a, je sais pas, on a 70% de chance qu'il n'y ait pas de parasite, quoi. Et que du coup, je pense que ça soit la même chose pour la Polynésie française. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on augmente le réseau pour être sûr plus à 90% qu'à 70%, quoi. La Polynésie est encore indemne. Le groupement de défense sanitaire lance son plan de prévention avec la mise en place d'une dizaine de ruches sentinelles dans toute la Polynésie d'ici la fin de l'année. Le parasite, on l'avait trouvé à La Réunion en 2017. Un an après, en 2018, on avait 64% des colonies qui étaient mortes dans l'ouest de l'île. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que pour notre Polynésie française, ça n'arrive jamais, quoi. 4 ruches sentinelles sont déjà opérationnelles sur Tahiti et Moorea. L'objectif du GDS est d'intégrer le plus de professionnels possible dans ce réseau afin de mieux surveiller la santé des abeilles polynésiennes. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. La commission de l'économie et des finances s'est réunie pendant 3 heures ce matin. Au menu des discussions, l'annulation de la première loi fiscale par le Conseil d'État. L'opposition n'a eu aucune réponse concrète sur les conséquences de cette annulation. Pour Nuihau Loré, le ministre navigue à vue. Pour Anthony Giros, les conséquences seront minimes. Le président de l'Assemblée attend une réforme de fond pour notamment faire baisser le coût de la vie. Et d'ailleurs, Tahiti Info, dans sa une à paraître demain, s'interroge. Cette fois-ci, c'est la bonne, toujours à propos de la loi fiscale. À suivre sur la première ce soir, la série Elementary, puis le documentaire France, Nid d'espions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images de l'exposition de Miriama Bono et Hinatea Colombani. C'est jusqu'au 30 mars à la salle Muriavai. Les dates n'ont pas été choisies par hasard puisque c'est la pleine lune. L'exposition s'intitule Hotu, l'une à l'autre. Belle soirée, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet